c'est que les uns et les autres sont à la fois immigrationnistes et pro-avortement. Et moi, il y a deux exemples qui m'ont marqué, et qui ont marqué même l'histoire de l'Europe et de l'Occident. C'est d'une part Bill Clinton, et d'autre part le général Wesley Clark, qui était à l'origine des guerres en Serbie, et en 99 donc, et en 95 en Bosnie. Et alors, le général Wesley Clark déclare le 24 avril 99 sur CNN, c'est une citation qui a bien tourné, que vous devez certainement connaître: « Il n'y a pas de place dans l'Europe contemporaine pour des États ethniquement purs. C'est une idée du 19e siècle. Nous essayons de faire la transition vers le 21e et nous allons le faire avec les États multiethniques. » C'est exactement ce que dit également Peter Sutherland, qui vient de mourir. Vous savez, c'était peut-être pas le conseiller migration du pape, mais c'était le responsable de la Commission catholique pour les migrations. Et lui explique qu'il faut, je cite, saper l'homogénéité des nations européennes pour permettre aux migrants de venir chez nous, parce que c'est l'obstacle premier, en fait. C'est la réticence que nous opposons. Donc c'est le même projet depuis 200 ans. Quand le peuple n'aime pas l'autre, quand le peuple n'adhère pas au projet de l'élite, eh bien on change le peuple, et donc il faut saper l'homogénéité, donc forcer ce métissage. Or, il y a une autre personne un peu moins connue, qui est Brock Chisholm, et qui est le premier directeur général de l'OMS. Et l'OMS, évidemment, aujourd'hui, c'est le premier pourvoyeur de pilules abortives et de projets d'éducation des femmes dans le monde, en gros, donc de conditionnement en vue de l'avortement. Et ce Brock Chisholm, en 1955, il déclare: « Il faut pratiquer partout le métissage, le contrôle des naissances, en vue de créer une race unique dans un monde unique, sous un gouvernement unique. » Donc le message est assez clair. Vous voyez bien que c'est le même discours des deux côtés. Et pour revenir à Bill Clinton, en 1993, il a fait passer toute une série de lois qui ont notamment permis la diffusion sur le marché américain de la première pilule abortive. Avant, c'était par aspiration uniquement. Et depuis 1993, c'est aux États-Unis du moins, ça avait été interdit par Reagan auparavant, donc on diffuse largement la RU 486, au cœur d'un scandale sur des morts, notamment par crise cardiaque à l'époque, donc c'était un débat qui était assez chaud, et introduction de cette pilule, à laquelle s'étaient opposés aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas catholiques, pas forcément d'ailleurs contre l'avortement, mais qui étaient contre ce moyen de... je vais dire contraception, parce que l'avortement en est devenu un, contre en tout cas cette pilule abortive. Donc il y a déjà une convergence de nos ennemis sur le même sujet. Et pourquoi ? Parce qu'à mon avis, et c'est criant, c'est le même projet derrière de démantèlement des nations, et au-delà de démantèlement de l'homogénéité des nations. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ennemi que nous avons en face de nous ne se contente pas de vouloir remettre en cause la souveraineté de l'État. Si le combat aujourd'hui d'une certaine droite radicale, c'est uniquement défendre la souveraineté contre l'Union européenne, l'OTAN et d'autres fonctionnaires supranationaux, alors ce combat est totalement insuffisant. Nous avons les mêmes ennemis qui ont le même projet, et ce projet, plus largement, à un moment donné, il faut le nommer. On ne peut pas se contenter de dire la culture de mort, sans nommer vraiment l'ennemi qui est derrière, puisque cette culture de mort n'est qu'un aspect du mondialisme. L'enfant est traité comme un objet, l'enfant est traité comme une variable d'ajustement, de la même manière que de plus en plus aujourd'hui, le travailleur est traité comme une variable d'ajustement, où on impose des contrats, notamment qui obligent à travailler le dimanche, et de plus en plus, on ne peut pas se contenter d'être conservateur, vous voyez, sur le plan de la morale, des mœurs, et d'être libéral, donc en fait d'être un conservateur sur le plan économique. C'est absolument inconcevable. Et donc, il faut comprendre l'unité de l'ennemi pour nous-mêmes acquérir une unité politique un peu plus large. Parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui distribuent la pilule abortive, ceux qui ont permis sa réintroduction, ce sont les mêmes lobbies industriels qui ont permis le regroupement familial dans les années 70. Il faut un peu s'interroger là-dessus. C'est la mondialisation libérale, c'est l'abolition des frontières, c'est le libre-échange. Et je tiens vraiment à ce mot de libéral, parce qu'on l'utilise parfois à tort et à travers en France, par anti-marxisme un peu primaire, et on se considère libéral dès qu'on est un peu partisan d'une baisse d'impôts, mais c'est pas ça le libéralisme. Le libéralisme, c'est l'abolition des frontières, et c'est considérer que l'individu, c'est la valeur sociale ultime. L'intérêt, le bien-être de l'individu est au sommet de l'échelle des valeurs, et le bien commun est en dessous. C'est ça le libéralisme. Et les premiers combats des libéraux du XIXe siècle, comme Frédéric Bastiat, le pape français du libéralisme, c'est la lutte contre le protectionnisme instauré par Napoléon, et donc la liberté du commerce avec l'Angleterre. Et les amis de Frédéric Bastiat en Angleterre, évidemment, réclamaient la même chose. Le libéralisme, c'est ça, c'est le libre-échange dès le XIXe siècle. Et dès le XIXe siècle, il y avait cette volonté de forger une humanité commune. Et alors j'ai découvert un texte de Chateaubriand, en fait c'est dans ses mémoires d'outre-tombe. Il écrit, donc première partie du XIXe siècle, déjà, « La folie du moment est d'arriver à l'unité des peuples, et de ne faire qu'un seul homme de l'espèce entière. Adieu les douceurs du foyer, adieu les charmes de la famille, parmi tous ces êtres blancs, jaunes, noirs, réputés vos compatriotes,
vous ne pourriez vous jeter au cou d'un frère. Et il écrit également, comment trouver place sur cette terre qui est agrandie par la puissance d'ubiquité, par le fait que l'homme aujourd'hui peut se multiplier. Comment trouver place sur ce monde agrandi par l'ubiquité et en même temps rétréci par les petites proportions d'un globe, petites proportions parce qu'il est entièrement conquis, on en connaît chaque mode de terre, d'un globe souillé partout. Souillé par quoi? Déjà par l'activité pré-industrielle qui se développe en Europe. Donc déjà au XIXe siècle, on a un penseur catholique qui rejoint les constats de la décroissance un siècle et demi plus tard. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il n'y a pas de croissance infinie possible dans un monde fini. Donc vous voyez que c'est un projet qui est très ancien. Au nom de l'individu roi et au nom du progrès, on prône cette capacité libre totalement d'avorter, comme d'émigrer. C'est exactement le même combat. Droit de disposer de son corps, dans le cas de l'immigré pour venir chez nous, ou dans le cas de la mère d'avorter, c'est exactement le même droit de propriété absolu contenu dans la Déclaration des droits de l'homme, la propriété comme un droit sacré et intangible. Donc nous avons rigoureusement le même ennemi. Et je reviens à cette période charnière des années 70, enfin même début des années 80, posez-vous la question, est-ce vraiment un hasard si en moins de 15 ans, on fait passer la contraception, l'avortement, le regroupement familial, l'obligation pour l'État de s'endetter auprès des banques privées, donc des réglementations totales de l'activité économique, puis plus tard des réglementations des activités bancaires en particulier. Vous voyez bien qu'il y a un libéralisme total qui s'impose à nous, et autant... on peut tout à fait combattre sur plusieurs terrains. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire le lundi de manif contre l'avortement, le mardi contre l'immigration, le mercredi contre le pouvoir de la banque. Chacun sa vocation et voilà, chacun son utilité en un combat précis. Mais il faut quand même faire prendre conscience à tous ces braves gens qui vont manifester demain qu'on ne peut pas être conservateur sur ce plan-là et, par exemple, voter Fillon. Ou croire que la déréglementation du droit du travail... va nous sauver et faire de la France un pays puissant et prospère. Qu'est-ce que ça veut dire le démantèlement du droit du travail à une époque où, de toute manière, on ne va pas faire concurrence, on va pas être plus compétitif qu'un Chinois ou qu'un Indien. À part revenir à l'esclavage, je ne vois pas comment. Donc autant je veux bien fustiger le marxisme éculé des syndicats, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on est un peu porteur d'une vision organique de la France, un corps humain et pas juste une addition d'individus, on ne peut pas défendre ce principe prôné par Macron dans les lois travail du rapport direct et uniquement direct sans représentants de branche, du personnel et des employeurs, donc entre le salarié et le patron. C'est absolument inconcevable. Vous voyez bien que le libéralisme est un projet total et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut marteler. Ça peut paraître une évidence, mais je pense sincèrement que près de la moitié, voire la majorité des gens qui vont marcher demain, peut-être n'en sont pas totalement conscients. Parce que nous sommes encore un peu trop engoncés dans un anti-gauchisme un peu dépassé. Je crois que le libéralisme, c'est un ami qui vit en Pologne qui me le disait, depuis 89, a fait plus de mal à la foi, à la famille, par l'ouverture des centres commerciaux le dimanche, que 40 ans de communisme. Et c'est pareil dans tous les pays concernés. Donc il ne s'agit pas de relativiser évidemment la gravité du totalitarisme soviétique. Il s'agit de voir qu'aujourd'hui le pouvoir de l'argent est plus fort que toutes les formes de propagande, que toutes les formes de répression. Et contre cela, en effet, il faut se réenraciner totalement. Pas seulement spirituellement, pas seulement moralement, et donc en rester à un combat un petit peu, pardonnez-moi, mais de flics de la braguette, c'est-à-dire uniquement des combats moraux et de mœurs. Il faut élargir le combat. Il ne s'agit pas de dire que ces combats sont médiocres, évidemment que le corps est le temple de l'Esprit Saint, et que par ailleurs, même si on n'est pas catholique, on se doit d'avoir une certaine dignité, mais en effet, on ne peut pas d'un côté prôner la libéralisation des échanges et regretter la pilule abortive qui est justement amenée chez nous, ici, et qui tue des enfants innocents dans notre pays, parce qu'on a aboli ces frontières et qu'on a permis aux capitaux, aux immigrés et à tous les médicaments les plus dégueulasses du monde d'arriver chez nous dans notre pays. Merci Julien. Je voudrais savoir, Monsieur l'abbé, si vous avez un point à ajouter donc, sur cette question de logique similaire dans le processus de la défense de la vie et dans la défense de l'identité. Alors moi, ce qui m'est venu à l'esprit, ce sont deux mots grecs, le mot zoé et le mot bios. Zoé, c'est la vie que l'on défendra demain en marchant pour elle et donc en faisant en sorte de protéger l'enfant dès qu'il est conçu dans le sein de sa mère. Et bios, c'est la qualité de la vie, c'est la vie qui est issue d'une culture. Les Grecs sont au fond ceux qui ont eu la conscience la plus aiguë de produire une culture.
au point que tout ce qui n'était pas grec, il l'appelait de façon un peu méprisante, selon une onomatopée, parparos, les autres. Je pense qu'il y a dans cette langue grecque de quoi nous faire réfléchir. Pourquoi défendre la vie zoé si on ne défend pas la vie bios, la qualité de la vie, telle que la culture historiquement l'a marquée? Et pourquoi on défendrait la culture, pourquoi on défendrait le bios sans défendre le droit imprescriptible de Zoé, de la vie? Je pense à l'Évangile, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, et je crois que ce n'est pas un hasard si notre nouvel archevêque à Paris a pris cette devise comme devise épiscopale. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il me semble que cela permet aussi de comprendre comment l'universel et le particulier peuvent aller de pair. Le particulier d'une vie réalisée, d'une vie qui a des constantes culturelles qui font qu'elle ne ressemble à nulle autre, et l'universel de la vie lorsqu'elle apparaît et qui est toujours infiniment digne, parce que cette vie humaine est un miracle. Je pense que chaque nouveau parent expérimente ce sentiment de miracle devant la vie qui paraît, et qu'il faut tout l'égoïsme de ce que vous appelez les libéraux. Je suis toujours un peu gêné par les critiques du libéralisme, parce que qu'est-ce qu'on va opposer au libéralisme? Quel est le contraire du libéralisme? Quelque chose qui n'est pas beau, puisque le contraire du libéralisme, ce serait quoi? L'autoritarisme. Donc, vous voyez, je préférerais parler d'individualisme. Tout simplement, nous sommes à l'époque où l'individu est roi, et où on réinvente des droits de l'homme que n'avaient jamais imaginé d'ailleurs les rédacteurs de la déclaration ainsi nommée, parce que ce sont les droits de l'individu, et que tout individu imagine avoir des droits au mépris de l'universalité de la vie, justement, au mépris de cette dimension universelle que le christianisme nous a appris à révérer lorsqu'il nous a fait lire la Genèse. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tout homme en cela est infiniment digne de vivre. Voilà, donc l'universel et le particulier, là, me semblent bien liés dans ces deux combats pour la vie Zoé, la vie bios, qui sont le même combat pour la dignité de l'homme. Alors, rapidement sur le libéralisme. Quand je parle de libéralisme, évidemment, je parle de la théorie politique libérale et surtout économique, puisqu'elle s'est surtout développée dans le domaine économique. Je ne parle pas du libéral au sens d'une certaine souplesse d'esprit, et je pense qu'il y a une troisième voie entre l'étatisme collectiviste qui a fait 100 millions de morts et le libéralisme qui, si on compte uniquement les victimes de l'avortement, on a fait 8 millions depuis 40 ans. Bien cette troisième voie, c'est la troisième voie communautaire, corporatiste, qui a pu être appliquée partiellement au Portugal, par exemple, sous Salazar. Alors je ne dis pas que les modèles du XXe siècle sont totalement reproduisibles au XXIe, j'y crois pas du tout. Mais il y a quand même une pensée alternative, d'une part à l'individualisme libéral et au collectivisme, qui fait la part belle aux communautés et qui permet à la personne humaine de se réaliser dans le bien commun. Il me semble en tout cas que ce qu'il faut défendre, c'est la responsabilité personnelle. Si nous vivons dans un monde où il y a encore des traces de cette responsabilité personnelle, de moins en moins précises d'ailleurs, mais la force d'un certain libéralisme économique, qui n'est pas le libéralisme financiarisé d'aujourd'hui, c'est de défendre cette liberté pour l'individu d'entreprendre qui le rend responsable de sa propre vie. Et il me semble qu'il est important de défendre cette responsabilité personnelle. D'abord, je la défends parce que je suis chrétien, je dois le dire, mais je pense aussi que tout homme qui réfléchit un peu peut comprendre que qu'est-ce qui s'oppose à la liberté, à l'indépendance, au droit d'entreprendre, le droit d'être un zombie. Et je pense que c'est au fond ce droit d'être un zombie qui est au fond de l'individualisme contemporain. Parce que finalement, c'est cela qu'on nous présente comme l'idéal. N'être responsable de rien, être
finalement, on n'est pas si loin du communisme. C'est là où d'ailleurs le libéralisme, enfin, cette espèce de grande structure déresponsabilisante, elle nous entraîne vers une sorte de collectivisme de la jouissance. Je voudrais passer, pour qu'on ne s'égare pas de notre sujet de ce soir, à une deuxième question que je voudrais poser davantage à Guillaume Bernard. Alors, on pourrait se demander, donc, si le combat identitaire ne pourrait pas, au niveau de l'efficacité politique, nuire au combat pour la vie, et même poser la question réciproquement. Certains militants pour la vie, et on a pu l'entendre lorsqu'on en préparait cette conférence, affirme que si le combat identitaire est rapproché du combat pour la vie, ce dernier se verrait accusé de lien avec l'extrême droite, alors que le combat pro-vie est universel et devrait dépasser les clivages politiques. Et on peut regarder la même chose de l'autre côté, puisque certains identitaires ou patriotes, on pensera notamment ici au Front National, vont émettre des réserves sur le combat pro-vie en affirmant qu'il ne peut être inséré dans un programme politique en France, car l'opinion penche largement en faveur de la législation de l'avortement. Donc, est-ce qu'un nouveau parti de droite pourrait-il mener de front ces deux aspects du même combat en inscrivant des mesures communes dans son programme? Ma question donc est la suivante. S'il s'agit d'une logique identique, comme nous l'avons montré précédemment, cette culture de mort, qui est à l'œuvre dans la promotion de l'avortement et dans la promotion du multiculturalisme, est-ce qu'il est pertinent d'un point de vue de l'efficacité politique, et donc là je m'adresse vraiment aux politologues que vous êtes, de mener ces deux combats comme un seul? Bon, alors c'est pas une question simple. Je voudrais, alors pour le coup, faire un petit détour. Pardonnez-moi, j'espère que cette idée que la culture de mort est à l'œuvre dans les deux phénomènes, et que si l'on veut, alors du coup je réponds quand même par anticipation à votre question précise, si l'on veut mener un combat qui a, je dirais, un semblant de cohérence doctrinale, après on peut être plus ou moins subtil dans la manière de présenter les choses vis-à-vis de l'opinion publique, il faut évidemment prendre conscience de ce qu'il y a une même logique. J'avoue, pardon Julien, que je ne suis pas aussi, persuadé que, alors en l'occurrence c'est celle-là, mais ça peut être d'autres, citation par le fait que quelqu'un préconise une évolution et que par conséquent, parce qu'il la fantasme, c'est la démonstration qu'il y a effectivement, je dirais, la mise en œuvre de ce projet. Toto qui prétend qu'il faut faire un gouvernement mondial, ce qui compte c'est de voir les faits, c'est pas les fantasmes de celui qui prétend qu'il faut faire un gouvernement mondial. N'importe qui peut faire n'importe quelle déclaration en disant voilà, nous avons l'ambition de. Bon. En revanche, il me semble, et alors c'est là où par conséquent je suis quand même évidemment d'accord sur le fait qu'il y a la même logique, je suis d'accord sur le fait que l'on peut identifier une logique intellectuelle à ce qu'il y ait, et je dirais, la préconisation de la culture de mort, on parle de l'avortement parce que c'est la marche pour la vie qui porte essentiellement sur cette question, mais ça pourrait être aussi la question de l'euthanasie, et donc qu'il y ait, donc je pense qu'effectivement il y a la même logique dans la culture de mort en matière, pour dire les choses rapidement, de mœurs et de bioéthique, et la culture de mort en matière de multiculturalisme. Déstructuration du corps social, je ne suis pas le premier à le dire, par l'intérieur, par la non-reproduction des générations, déstructuration du corps social de l'extérieur, par l'importation d'une population de substitution. Mais alors, derrière ce phénomène-là que nous avons identifié, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'une certaine manière comme... qu'est-ce qu'il peut y avoir, ou qu'est-ce qu'on peut essayer d'identifier véritablement comme logique? Je crois que, moi qui ne suis pas augustinien, contrairement à Carl Schmitt, que je n'aime guère, effectivement, je pense que le double mécanisme de la justice commutative et de la justice distributive qu'on a donc dans l'éthique à Nicomaque, et que l'on a dans la somme théologique, dans la Seconda Secundae, permet d'essayer d'un petit peu analyser la chose. C'est-à-dire la question, effectivement, de la relation de la personne à la personne, pour ce qui est de la justice commutative, et la relation de la personne avec le tout, pour ce qui est de la justice commutative. Et il me semble qu'effectivement... distributive, pardon. Et il me semble que la question de la justice commutative s'appliquerait plutôt
au thème justement de la culture de mort en matière de bioéthique, et que le thème de la justice distributive s'appliquerait plutôt à la question de la culture de mort en matière d'identité. Dans le fond, on a, et c'est là où évidemment je vous rejoins tous les deux, la question donc de l'atomisation, enfin un phénomène d'atomisation du corps social pour que l'individu, ou parce que l'individu se refuse d'être un héritier et un continuateur, parce que dans le fond, le problème de l'avortement d'un point de vue philosophique, c'est ça, c'est le fait qu'on puisse considérer que, indépendamment du fait qu'il soit innocent de tout acte, parce que là, pour le coup, l'enfant à naître est parfaitement innocent de tout acte, et d'ailleurs, ça se retourne contre lui, parce qu'il ne peut faire preuve d'aucune autonomie, eh bien, justement, on peut disposer de lui. Bon, donc, il est parfaitement innocent de tout acte, et pourtant, il va y avoir une commutation qui va consister à, eh bien, l'éliminer, le détruire. Bien, eh bien, ça signifie que donc on ne voit pas socialement, dans le cadre de cette justice commutative, le fait que, en fait, il joue déjà un rôle, le rôle d'un successeur, le rôle d'un continuateur, le rôle d'un héritier. Et c'est là où, me semble-t-il, on est en plein justement dans la connexion entre la question de la culture de mort que nous combattons et la culture de vie que nous défendons, aussi bien en matière de bioéthique qu'en matière de corps social et d'identité. C'est que l'enfant à naître, c'est un continuateur que l'on refuse de voir. Et puis, il y a l'atomisation du corps social par, évidemment, le fait que le corps social n'est plus considéré comme étant un tout ayant une identité qui lui est propre. Hein, la fameuse formule, baptême de Clovis, baptême de la France. Pensez bien que c'est pas parce que Clovis s'est fait baptiser que moi je suis catholique. Je suis pas obligé d'être catholique parce que Clovis s'est fait baptiser. En revanche, parce que Clovis s'est fait baptiser, il a, eh bien, au nom du catholicisme, eh bien, réunifié la Gaule romaine contre les Visigoths. Et ses fils ont continué l'œuvre et ont intégré les territoires contrôlés par les Burgondes. Et c'est la réunification politique de la Gaule romaine au nom du catholicisme qui fait que l'identité de la France est intrinsèquement une identité catholique. C'est ça le corps politique. C'est pas parce que Clovis s'est baptisé que je suis obligé de croire au petit Jésus. Hein. Encore heureux. Mais pour autant, il y a donc une identité du tout, parce que le tout n'existerait pas sans le catholicisme. D'où d'ailleurs, pardon, encore une fois, je sais que je suis pénible, mais cette expression de racine chrétienne m'exaspère. C'est parce qu'il y a des racines, et puis après on en fait ce qu'on veut. Hein. Bon, ça donne des fruits, voilà. C'est pas les racines qui sont chrétiennes, hein. C'est l'identité de la France qui est chrétienne. Pas du tout pareil, même plutôt catholique que chrétien. Enfin, non, mais ici, en l'occurrence, si, puisque c'est contre l'arianisme. Bon. Donc, l'atomisation de la société, signe d'une culture de mort auquel nous nous opposons à une culture de vie, qui est de dire que le tout n'est pas quelque chose qui est un simple agrégat informe, amorphe, mort, mais que c'est un corps social vivant, c'est tout le thème de l'organicisme social, en particulier à l'époque médiévale, et que le corps social n'a pas une identité, que le corps social a, du point de vue classique, une identité en tant que telle, et pas simplement une identité par la somme des identités particulières qui se trouvent à un moment donné sur son territoire. D'où le fait que, eh bien, il me semble effectivement, et là j'en viens directement, Victor, à votre question, nous pouvons identifier le ressort qui conduit à la culture de mort comme étant le même en matière de mœurs et de bioéthique, en matière d'identité et d'immigration. Et il me semble que nous devons faire l'effort de nous rendre compte jusqu'à quel point ils sont allés, de nous rendre compte, l'évolution de leur propre pensée, pour pouvoir y répondre. Parce que... très sincèrement, bien sûr, il y a toujours un tas de crétins qui vous expliquent que l'enfant à naître n'est pas génétiquement humain. Bon, ça, c'est des gars que vous croisez dans la rue. Mais honnêtement, les lobbies pro-avortement aux États-Unis, ils ont passé le cap. Hein. Ils n'en sont plus du tout là. Ils n'en sont plus dans la négation de l'identité génétique humaine de l'enfant à naître. Ils en sont arrivés,
et c'est un argument extrêmement délicat à contrer, si l'on ne comprend pas la logique qui est derrière, ils en sont arrivés au fait de dire que, ouais, il est peut-être humain, d'accord, mais il ne respire pas seul. Il ne fait pas preuve d'autonomie. J'insiste là-dessus. Les droits de l'homme, il y a plusieurs générations des droits de l'homme. Il y a la génération des droits-libertés, au XVIIIe siècle. Les droits opposables à l'État. Il y a la deuxième génération, je passe sur les raisons qui conduisent à sa naissance, des droits créances, les droits exigibles de l'État. Je peux exiger de l'État qu'il me fournisse un certain nombre de prestations. Il y a une troisième génération, c'est ce qu'on appelle les droits solidarité. C'est-à-dire le fait de dire, les générations suivantes seront des êtres humains, nous devons leur donner, leur laisser une planète propre, au principe de précaution, etc. Bien. Et puis je crois qu'on en est arrivé, même si elle n'est pas encore formulée officiellement, à une quatrième génération des droits de l'homme, c'est-à-dire une génération des droits de l'homme sans homme, ou si vous préférez, une génération des droits de l'homme où la nature donnée à l'homme n'est plus la référence. Jusqu'à présent, nous étions dans l'idée que les droits attributs de l'humanité étaient tirés de la nature de l'homme. Donc d'une nature reçue, par le hasard, par Dieu, par ce que vous voulez, mais enfin c'était une nature reçue. Or, toute la pensée moderne qui irrigue la culture de mort, c'est une pensée du contractualisme social. C'est une pensée qui considère que les corps sociaux, nous venons de l'identifier, le tout n'est que la somme des parties, le tout n'existe pas en tant que tel. C'est une civilisation, c'est une pensée qui pense que le tout, le corps social, est le résultat d'un contrat, d'un artifice. Et bien de la même manière que la pensée moderne considère que la société est une construction, eh bien nous en sommes arrivés à l'idée que l'homme lui-même est une propre construction. Et que ce qui fait véritablement que l'homme est digne, c'est pour ça que la dignité ontologique de l'homme fait à l'image de l'hypostase divine, ils en sont à des années-lumière. La dignité de l'être humain, c'est sa capacité à exercer sa liberté, si possible transgressive. Il faut bien que vous compreniez, me semble-t-il, que nous qui défendons, comme nous, en 2012, 2013, etc., nous passions pour des balourds. Parce que nous disions le papa, la maman, etc., la biologie, la nature de l'homme. Il faut bien comprendre que pour eux, si on se soumet à la nature qui nous a été donnée, nous sommes en fait ravalés au rang des animaux. C'est justement parce que nous exerçons notre liberté, et une liberté qui va être une liberté de mort, transgressive vis-à-vis aussi bien de l'ordre cosmologique des choses que vis-à-vis de la nature de l'homme, que nous sommes vraiment des hommes. Là, il y a une logique qui permet, me semble-t-il, de comprendre, au-delà, je dirais, des projets ou des complots, de tout ce que vous voulez, il me semble que là, il y a une logique qui permet de comprendre que la culture de mort en bioéthique ou la culture de mort en matière identitaire, c'est la même. Et que nous avons donc un ressort pour comprendre ça et pour le combattre. De la même manière que l'homme n'est homme que parce qu'il exerce sa liberté, et donc évidemment l'enfant, merci monsieur l'abbé, et donc évidemment l'enfant, un être, ne peut pas exercer sa liberté, il ne respire pas seul. La preuve, il ne respire pas seul, ce con. Alors, bon, le malade comateux, il ne peut pas faire preuve de liberté. L'individu qui veut rester enraciné, ce crétin, il se soumet à la nature, alors non plus la nature biologique, mais cette fois-ci la nature culturelle de monsieur l'abbé. Il se soumet à un ordre des choses. Donc en fait, c'est pas vraiment un homme. On est vraiment un homme quand on exerce sa liberté, quand on est transgressif. Je ne vais pas vous promis, je ne vous parlerai pas de Sade ce soir, mais pour moi c'est un auteur fondamental. Rousseau et Sade sont des auteurs fondamentaux qu'il ne faut absolument pas négliger et qui sont beaucoup plus riches et duquel on peut continuer à tirer des éléments qui nous permettent de comprendre la situation actuelle. Mais c'est ça, la logique. Je conçois très bien que l'on puisse faire preuve d'une stratégie électorale, que l'on mette en exergue certains éléments plutôt que d'autres, ça ne me paraît pas honteux. Mais encore faut-il que l'on ait compris la logique des choses, que l'on ait un objectif. Très sincèrement, moi, ça ne me choque pas qu'un homme politique ne dise pas qu'il veuille interdire l'avortement. Parce que moi, fondamentalement, je ne veux pas interdire l'avortement, je veux qu'il n'y en ait pas.
Donc on peut parfaitement, effectivement, faire preuve de stratégie, mais encore faut-il que l'on ait compris que c'est la même logique qui fait vivre les corps sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la nation, que ce soit l'entreprise. C'est la même logique qui fait que ces corps sociaux peuvent être des organismes vivants qui vont permettre et à l'organisme et à ses membres, c'est l'idée du bien commun, de se développer, et que l'on ne peut pas effectivement avoir une conception plutôt traditionnelle de la famille, pour simplifier Fillon, mais ne rien comprendre à l'immigration, et dénoncer la question identitaire Marine Le Pen, mais ne rien comprendre à la question de la famille. C'est pas le sujet de ce soir, mais fondamentalement, s'ils se sont plantés l'un et l'autre, c'est parce que leur offre politique était défaillante. Elle était insuffisante humainement et intellectuellement, dans les deux cas. Et donc, par conséquent, que l'on adapte le programme, que l'on fasse des coups à plusieurs bandes, moi, franchement, ça ne me choque pas. Encore faut-il qu'il y ait une logique intellectuelle et qu'on puisse la voir, qu'on puisse la comprendre dans le programme ou dans le discours, qui fasse, qui révèle que celui qui défend l'identité et celui qui défend la vie, défend une position classique dans laquelle l'homme, finalement, exerce sa liberté et sa volonté pour s'inscrire dans un ordre des choses. Parce que, par exemple, pour le mariage, il faut bien qu'il y ait l'exercice de la volonté. Sinon, ça s'appelle un viol. S'il n'y a pas la rencontre de volonté des deux mariés, c'est pas, il faut bien. Mais la volonté, elle ne consiste pas à créer le corps social qu'est la famille. Elle consiste à actualiser une institution qui existe dans l'ordre des choses. Est-ce que l'on défend donc une position politique dans laquelle il y a la possibilité, il y a une philosophie sous-jacente pour laquelle l'ordre naturel existe et le but du politique va consister à le restaurer dans son harmonie et à l'illustrer et à le faire et à le rendre palpable pour nos contemporains, ou est-ce que effectivement l'homme politique est opposé à cela, veut un ordre construit avec évidemment cette possibilité intermédiaire qui est extrêmement désagréable et qui est le cas d'à peu près tous nos hommes politiques, c'est qu'en fait ils n'ont identifié ni l'une ni l'autre et ils ont des positions incohérentes. On va poursuivre sur le fil rouge de cette soirée, sur la question donc de la défense de l'identité dans une démarche chrétienne. On dit souvent du christianisme qu'il est une religion universelle, ce qui ne fait aucun doute pour personne, je l'espère, puisque le message du Christ s'adresse à tous les peuples. Cependant, si l'Église, dans un premier temps, dans les premières étapes d'évangélisation, a une tendance à incorporer le message évangélique dans les cultures locales, on peut se demander si, dans un deuxième temps, la tendance actuelle de l'Église consiste à faire comprendre aux différents peuples que le message de l'Évangile serait de faire une acceptation réciproque de nos différences. Ma question est la suivante. Est-ce que l'universalisme chrétien interdit aux chrétiens de défendre son identité ? Oui, cette question ainsi posée contient en elle-même sa réponse, parce qu'un homme sans identité, c'est un zombie, et que le propre du christianisme, c'est au contraire de nous faire découvrir notre véritable dimension de personne. Donc c'est tout à fait le contraire. Et en fait, le problème, c'est que les idéologues sont des gens très simplistes qui ont l'idée d'une vérité unilatérale, alors qu'il faut, lorsqu'on devient chrétien, accepter que le christianisme n'est pas une idéologie parmi d'autres, j'allais dire n'est une doctrine que de façon secondaire, mais que c'est d'abord un événement dans la vie qui a des retentissements différents, qui peut à la fois, et c'est votre question, nous faire respecter tout homme en tant qu'il est homme, et à la fois nous faire conserver notre propre mode de vie, notre propre civilisation. La civilisation ne peut pas mourir parce qu'elle porte un bien en elle-même. Et je voudrais là-dessus, je voudrais que nous ne cédions pas à je ne sais quelle pulsion anxiogène. La situation est grave, mais l'Europe, en général,
général, la France en particulier, ont des atouts qui sont uniques au monde et qui ne peuvent pas disparaître comme ça. Je suis très inquiet, par exemple, quand je vois que la thématique du grand remplacement est utilisée et par Renaud Camus et par les indigènes de la République. Ils utilisent la même notion. Et donc ça peut peut-être nous aider à nous demander si cette notion est tout à fait juste, si elle n'est pas malheureusement autoréalisante. Et si donc elle n'est pas dangereuse lorsqu'elle est mal utilisée. Je crois qu'il faut prendre une juste conscience des enjeux. Je suis pas là m'expliquez-moi ça. Mais je crois aussi qu'il faut être plein d'assurance et plein de force. Et que le principal problème civilisationnel aujourd'hui, c'est le fait que les Blancs désertent leur propre richesse. Et que le petit Blanc d'aujourd'hui, il est complètement déculturé. C'est ça le plus grave de tout, je pense. Et le combat à mener, il est un combat pour que... Peggy disait pour que France, pour que chrétienté continue, il est un combat à mener pour la civilisation européenne, pour la culture française, et non pas contre tel et tel. Je pense que si nous sommes profondément imbus de la valeur, de la richesse de notre culture et de notre civilisation, valeur et richesse uniques au monde, eh bien, nous saurons ne pas avoir peur et nous saurons défendre et la vie dans ce cas-là plus universelle et la vie dans ses réalisations les plus belles, les plus particulières, les plus françaises. Et au fond, nous nous rendons compte que c'est la même chose. Alors métaphysiquement, c'est la même chose parce que c'est la même chose tant que nous ne luttons pas de façon idéologique. Tant que, comme je le disais en commençant, nous faisons attention à ne pas transformer nos adhésions en adhésions idéologiques. Alors, Julien, parce que c'est aussi la thématique de ton livre, cette question sur l'universalisme chrétien et l'identité, est-ce que je voudrais apporter un éclairage en plus de ce que vient de nous dire M. Labbé? Alors, non seulement l'universalisme chrétien n'interdit pas aux chrétiens de défendre son identité, mais en plus, la foi chrétienne recommande aux chrétiens de s'enraciner. Et cela, c'est visible à travers tous les aspects de notre foi, ne serait-ce que l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament? C'est l'histoire d'un peuple façonné par Dieu lui-même, et auquel on a promis une terre, et qu'il s'agit de reconquérir. On est complètement dans l'épopée identitaire. Parce qu'on présente généralement les Hébreux comme des espèces de moitié migrants, moitié réfugiés. Et très souvent, vous savez, on nous sort la fameuse phrase, enfin, la référence à l'immigré dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il n'est jamais écrit l'immigré. Il est écrit l'étranger. C'est-à-dire la personne extérieure à la famille. Et ce qui est très effrayant, c'est que dans le discours de conclusion de la journée des migrants, la toute dernière, on parle bien en introduction d'accueillir l'immigré, même plus l'étranger. Et d'ailleurs, dans ce même discours, on parle pas seulement d'aider, de soigner, d'accueillir, mais en plus, à la fin, de promouvoir le migrant. Qu'est-ce que ça veut dire que promouvoir le migrant? C'est quand même surréaliste. Donc, non seulement il y a une épopée identitaire au cœur de notre foi, et on l'oublie trop souvent, c'est l'Ancien Testament. C'est un Dieu qui ne se manifeste pas en même temps dans l'esprit de tous les hommes du monde, mais qui choisit un peuple, et qui choisit un peuple assez faible, qui n'a pas bâti grand-chose en termes de culture, qui ne représente pas grand-chose en termes de civilisation, comparé aux Grecs ou aux Romains, mais qui va porter cette lumière. Et cela va se poursuivre dans l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? Dieu qui se fait homme. Il faut quand même réfléchir à ça. Le Christ se fait, Dieu à travers l'incarnation se fait patrie, se fait terre, se fait langue, se fait famille, se fait métier d'artisan. Le Christ a un métier d'artisan
Donc il est relié à une tradition, à une culture. C'est un hébreu pieux du 1er siècle qui pratique tous les devoirs civiques et religieux d'un hébreu de son époque. Donc ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, il y a cet épisode dans Saint Luc où on le voit pleurer sur la chute à venir de Jérusalem. Et certains nous disent non, mais ça n'a rien à voir. En fait, il pleure sur la Jérusalem céleste, ce qui serait déjà un peu étrange. Pourquoi pleurer sur la Jérusalem céleste? Il pleure sur la chute de la foi et de la confiance chez les Hébreux. Non, on parle bien des pierres. Il ne restera plus pierre sur pierre de toi, Jérusalem. Donc il pleure sur une cité physique terrestre, là où il avait pris l'habitude chaque année d'aller pour fêter Pâques avec ses parents. Donc c'est un lieu qui fait partie profondément de l'identité du Christ. Et Pie XII nous explique dans une encyclique Summi Pontificatus, Paris en 1939, que le divin maître, notre Seigneur Jésus-Christ, nous donne donc l'exemple de la préférence. Le patriotisme au sens chrétien, c'est une préférence. On ne peut pas affirmer seulement aimer la France sans avoir en même temps cette combativité et cette volonté de préférer la personne de son propre peuple à l'étranger. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, à une époque où on distribue la nationalité comme des petits pains, il s'agit aussi de redéfinir l'identité et de ne pas en rester à la préférence nationale, mais parler d'une préférence de civilisation. Il est clair qu'aujourd'hui, un Européen est plus proche de moi qu'un Africain ou un Asiatique, d'aussi bonne volonté soit-il. Donc il y a cette dimension identitaire dans le christianisme, mais qui s'exprime aussi, pour revenir à l'Ancien Testament, dès le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Et ça, c'est le catéchisme actuel qui nous dit que cela indique la priorité dans la charité que nous devons exercer. La priorité, ton père et ta mère, ça veut dire aime d'abord les gens de ta famille, de ton quartier, tes amis, les gens de ton peuple, de ta civilisation, et puis après les autres, évidemment. Parce que, comme le dit saint Thomas, celui qui est le plus près du soleil est irradié par ce soleil, et celui qui en est le plus éloigné, évidemment, ressent moins la chaleur. Mais la charité, c'est pareil. C'est-à-dire que la charité, elle touche le prochain, à la base. Elle ne touche pas le lointain. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une vision exclusive et de dire qu'il faut être charitable qu'envers le prochain, mais il y a simplement un ordre. Il n'y a pas une exclusivité, mais il y a une priorité. Et très souvent, pour nous contredire, on nous sort l'exemple du bon samaritain. On nous dit, mais regardez la question que pose le Christ. Il dit, quel est le prochain de l'habitant de Jérusalem? Vous savez, celui qui est soigné par le bon samaritain. Et on nous dit, le prochain, c'est celui qui l'a rencontré et qui l'a aidé. Oui, le prochain de celui qui s'est fait soigner, c'est celui qui l'a soigné, en effet. Mais le prochain du samaritain, c'est un autre samaritain. Le samaritain, il ne ramène pas l'habitant de Jérusalem sous son toit, il ne lui donne pas à manger, et le bon samaritain, il est charitable, il n'est pas immigrationniste. Donc il faut vraiment bien distinguer cette charité chrétienne et l'immigrationnisme qui est une déviation, et qui est une déviation vraiment démoniaque, parce que le diable ne peut pas créer, donc il ne fait qu'imiter. Alors à l'universalisme chrétien qui respecte les identités, et qui surtout utilise les cultures pour parler aux hommes, le diable, lui, va faire une uniformité totale, pour caricaturer l'universalité chrétienne. Et on a particulièrement cette vision-là dans, évidemment, la Pentecôte, où on voit l'Esprit Saint qui parle dans sa langue à toutes les personnes venues écouter les disciples. C'est quand même incroyable. Le grec entend la parole des apôtres en grec, le chypriote en chypriote, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien que l'identité est le canal de la grâce. L'identité, la nation, l'appartenance, la communauté est le moyen par lequel le bon Dieu s'adresse aux hommes. Et cela se verra jusqu'au XXe siècle. Alors évidemment, on n'est pas gâté en ce moment par le pape François sur ces sujets-là, mais il faut quand même se rappeler que, au moins jusqu'à Benoît XVI, et même dans le pape François, il y a de très bonnes choses, le patriotisme a toujours été présenté comme un amour de préférence. Ils utilisent en général le terme un peu ancien de prédilection. Et d'ailleurs, le pape François a dit au Chili récemment, celui qui n'aime pas sa patrie ne peut pas aimer le Christ, ne peut pas aimer l'Église, ne peut pas être un bon chrétien. Et il écrivait déjà dans Laudato aussi que celui qui, à propos de la politique de la ville et d'urbanisme, il disait celui qui peut le mieux incarner sa terre, qui peut le mieux la défendre, c'est d'abord celui qui est né. Autrement dit, si l'immigration est une chance, l'immigré, il a d'abord une chance pour son propre pays. Bon, le problème, c'est qu'il parle des aborigènes d'Australie, pas des Européens. Mais la logique est parfaitement valable pour nous. Donc voilà, il faut aussi prendre dans tous les discours récents du pape François ce qui nous arrange, j'allais dire, mais oui, clairement, parce qu'en effet, il ne faut pas être idéologue et quand on est chrétien, et donc il y a de très bonnes choses, et puis parce que le pape François ne peut pas s'émanciper de toute une tradition bimillénaire, c'est impossible, évidemment. Donc non seulement le christianisme tolère le patriotisme, mais il l'encourage. Il y avait Pie XII qui avait une phrase merveilleuse, il dit « Le chrétien ne le cède à personne quand il s'agit de défendre sa patrie ». Donc c'est un défi qu'il lance aux chrétiens. Il dit « Mais soyez dignes
Soyez dignes de cet appel à défendre sa terre, à défendre sa patrie, à défendre son peuple. Et alors, généralement, on dit oui, mais alors aujourd'hui, on a une église totalement nouvelle, on a un clergé qui trahit ce patriotisme. Le clergé occidental, surtout, il y a encore une partie de ce clergé. Écoutez ce que disent notamment les évêques africains, je pense à Monseigneur Turkson, évidemment à Monseigneur Sarah, qui récemment, donc secrétaire chargé de la liturgie, je ne sais plus quel est le terme exact, au Vatican, qui dit, vous les Européens, vous êtes submergés, vous êtes dominés, enfin vous êtes envahis par d'autres peuples qui vont vous dominer. Bon, enfin voilà, c'est clair. Le cardinal Ratzinger, avant qu'il devienne Benoît XVI, déjà disait clairement que oui, le grand remplacement est une réalité. Et il dit dans son livre L'Europe, ses origines, ses fondements, son avenir, l'Europe est en voie d'extinction ethnique, pas seulement démographique, mais ethnique. C'est-à-dire que l'homme blanc disparaît d'Europe. Parce que c'est comme un corps, dit-il, qui subit des transplantations, qui, sous prétexte de le sauver, on le voit bien avec les arguments qui nous disent que l'immigration va nous sauver du crash démographique, sous prétexte de le sauver, ne peuvent qu'abolir son identité, ne peuvent que le remplacer. Et quand le pape François dit, par ailleurs, oui, en effet, il y a une invasion arabe, il y a une invasion africaine, mais c'est pas grave, on va bien s'en occuper, on va la gérer comme on a géré les grandes invasions. Il reconnaît l'existence du grand remplacement, donc c'est un fait. Seulement, il pense qu'on peut le gérer actuellement, qu'on peut accepter ces vagues migratoires sans disparaître. Je crois que c'est faux, parce que, comme le rappelle Fernand Braudel ou l'historien démographe Jacques Dupaquier, les barbares, c'était un habitant sur 240 gallo-romains. Un habitant sur 240 gallo-romains au moment des grandes invasions. Aujourd'hui, on a un habitant de la France sur 5 qui est d'origine étrangère. Donc on va assimiler personne. C'est le phénomène inverse qui se constate, c'est l'assimilation à l'envers. C'est les petits blancs qui, pour avoir une communauté, pour avoir des amitiés, bref, pour avoir une existence sociale, sont obligés de s'africaniser. Sinon, et de s'américaniser au passage, parce que ça va ensemble. C'est ça le problème. C'est bien que le problème n'est pas la présence éventuelle plus ou moins nombreuse d'Africains sur notre sol, mais le problème c'est qu'est-ce que nous savons leur opposer et quel enracinement nous savons manifester. Le drame du petit blanc est terrifiant. Oui, j'en ai dans mes paroissiens et je vois des visages quand je vous parle de ça. De gens qui ne sont pas enracinés dans leur propre pays. Donc l'urgent, ce n'est pas tant de dénoncer l'autre que de se raciner soi-même. Et il faut l'accepter, ça. C'est-à-dire il faut accepter que le blanc, il va vers son propre anéantissement, mais d'une manière volontaire, fondamentalement. Parce qu'il refuse la continuité. C'est ce que nous disait Guillaume Bernard tout à l'heure, à propos de l'avortement. C'est un refus de la continuité. Au fond, le petit blanc qui vit dans une société hédoniste, il a pour seul but de s'éclater, et quand il a compris que c'était pas grand-chose, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Il faut donc être capable de se désigner à soi-même son propre bien commun. Et je pense que les jeunes hommes qui sont morts en 1914, 1915, 1916 pour défendre la patrie, ils savaient cela. Je pense que nous n'en sommes plus capables. Alors, quand même, je rebondis sur le problème de l'opposition entre la nécessité de nous enraciner et par ailleurs la dénonciation du mal extérieur. Je pense que les deux sont parfaitement liés. Le petit blanc confronté à l'immigration, invasion dans une cité, sans avoir forcément la même vigueur, la même morale éventuellement, je ne sais pas, que son ancêtre poilu de 14, déjà il sait qu'il est blanc, parce qu'il est déjà, d'abord il est victime du racisme anti-blanc. C'est-à-dire qu'il subit tous les jours cette immigration-invasion, ce grand remplacement, et donc il est victime de ce qui... Après, quand même une injustice, mais inouïe dans toute l'histoire humaine. Il est dépossédé, il est volé, on lui vole sa terre. On lui vole le droit, d'être français, tout simplement, en période de Ramadan, dans une banlieue. Et au-delà même de la question de l'islam, la question culturelle plus large, elle est fondamentale. Demain, il y a 500 000 Gabonais catholiques fervents qui débarquent en France. Ils seront peut-être de très bons catholiques, mais ils ne seront pas français, ils seront catholiques gabonais. Et donc il y aura toujours une opposition culturelle. Évidemment qu'on peut essayer de dépasser individuellement quand on parle avec quelqu'un. Moi, ça m'arrive de temps en temps de prendre le taxi à Paris et de tomber sur un Africain, enfin un musulman, et d'essayer, à ma mesure, de lui dire toute la vérité.
le Christ t'aime et tu es dans l'erreur. Je n'aborde pas la question comme ça aussi frontalement forcément, mais on peut évangéliser. Je crois qu'on le doit, saisir toutes ces opportunités, mais il faut lui dire toute la vérité. Deuxièmement, ta place n'est pas ici, tu n'as pas vocation à être là. Ton grand-père menait une vie peut-être un peu difficile quand il était berger, je prends une image un peu d'Épinal, mais berger sur le mont Atlas au Maroc, peut-être, mais il avait des repères stables et sains, et tu étais enraciné sur une terre. Aujourd'hui, tu es à moitié exploité par Uber, et ton fils, il deal de la drogue dans une cité, et mon fils, quant à moi, bien, il se fait racketter par le tien. Enfin, on voit bien que l'immigration-invasion est une asphyxie pour nous, et puis une dépossession pour eux. Donc c'est un mal objectif. On ne peut pas se contenter de dire « je vais m'enraciner », et donc l'autre, en voyant ma virilité, va soit devenir français, soit choisir de repartir chez lui. Dans les faits, ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont trop nombreux. Je crois qu'il y a un effet de seuil à partir duquel le conflit est un petit peu quotidien. On parle beaucoup de guerre civile. La guerre civile, je pense qu'elle a commencé il y a 30 ans, quand on commençait déjà à racketter et agresser des jeunes blancs dans les cités. Et chaque fois où on n'a pas répondu ou pas pu répondre, notamment physiquement à cette agression, eh bien on a perdu une bataille. Bon, en Corse, ils en ont gagné quelques-unes. La première reconquête sur laquelle nous avons une efficience, c'est d'abord effectivement cette reconquête de nous-mêmes. Et donc effectivement, le combat identitaire commence par son propre réenracinement, par cette propre cohérence de vie, par ses propres exigences que nous devons nous donner à nous-mêmes. Mais bien évidemment, ce combat au niveau politique implique effectivement une politique qui règle ces questions-là, qui permettent effectivement d'avancer en vue de les régler. Est-ce que le message évangélique peut pousser en quelque sorte le catholique à se donner lui-même en politique? Et d'autre part, si on peut voir une dimension eschatologique dans le combat politique? Je vais commencer par la dimension eschatologique parce que malgré la complexité de ce terme, c'est la question qui me semble la plus simple à régler. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? L'eschatologie, c'est les fins dernières. Et au fond, une eschatologie, elle prend toujours conscience de la gravité de la puissance du mal. C'est qu'est-ce que faire face à la puissance du mal? Parce que jusque-là, nous émettons un certain nombre de vœux pieux. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire face à la puissance du mal? Et donc je pense qu'effectivement, une véritable politique, c'est-à-dire une défense du bien commun, c'est une défense contre le mal. Et en cela, d'ailleurs, elle est universelle. La défense du bien commun est quelque chose d'universel parce que cela consiste à tout faire pour que le mal n'ait pas le dernier mot. Aujourd'hui, vous savez, on distinguait très facilement politique et morale. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de distinction. Et que les enjeux politiques sont tellement poussés à l'ultime qu'ils apparaissent comme immédiatement moraux. Et au fond, il n'y a de bien commun que si nous avons une morale commune et que si cette morale commune n'est pas la morale de l'individu. Si c'est la morale de l'individu, chacun s'éclatera dans son coin et on fera de plus en plus de règlements pour pallier à l'absence de loi commune. C'est-à-dire que c'est tout le problème. Moins il y a de lois communes, plus on est obligé pour vivre ensemble de créer des réglementations, d'empêcher les véhicules de rouler à plus de 80 à l'heure. Mais c'est vrai que, enfin je sais pas, là je prends cet exemple. Et la voiture ne roule pas à plus de 80. Moi, il me semble en tout cas que le trafic est de plus en plus violent, et que les gens expriment de plus en plus de violence dans leur manière de conduire. Alors peut-être que cette violence doit être disciplinée de plus en plus par des règlements de plus en plus efficaces, mais de plus en plus autoritaires et liberticides. C'est la société dans laquelle on va. C'est la société de la réglementation universelle qui remplace la société de la loi commune. Nous nous battons pour que tous les lambeaux de loi commune qui demeurent eh bien, soient reconnus et soient manifestés. Et nous sommes, je pense, avant tout, des témoins. En cela, d'ailleurs, la politique est eschatologique, oui. C'est-à-dire que celui qui s'engage en politique, qui s'engage à l'Action française ou qui s'engage à l'Academia Christiana ou peu importe la crèmerie, mais qu'il s'engage, il s'engage pour témoigner. Et en tant que témoin, d'abord il s'engage à avoir une vie conforme à ce qu'il dit,
Mais en même temps, il sait que les choses n'iront pas forcément beaucoup au-delà de son propre témoignage. Témoignage en classe, témoignage au boulot, comme on veut, intelligemment. Il est non seulement pas interdit d'être intelligent, mais il est obligatoire de l'être aujourd'hui. Si c'est pour témoigner d'une manière bête, c'est contre-productif. Ou si c'est pour témoigner, ça sert absolument à rien. Je peux vous interrompre une seconde? Il y avait une formule de Rojalin qui consistait à dire « Si t'es le dernier des cons, tu dis pas que t'es du front. » Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'essaye de... Voilà. Non, mais alors donc je pense qu'effectivement la politique est un témoignage et que tout recommence avec les familles. Que créer des familles, c'est créer des bulles d'oxygène dans un monde qui en manque. C'est créer des bulles de liberté dans un monde qui en manque et qui en manquera de plus en plus cruellement. Pierre Bell, au XVIIIe siècle, se demandait si une société d'athées était possible. Et il répondait, une société d'athées est possible, mais avec des réglementations extrêmement rigides. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est tout. Parce qu'une société, c'est une foi commune. Foi qui n'est pas forcément immédiatement religieuse, mais qui est une foi dans le bien, dans la puissance du bien qui s'opposera toujours au mal. Aujourd'hui, cette foi commune, on est obligé de dire qu'elle a disparu. Et donc c'est cette foi commune que vous venez apprendre, je dirais, vous, pour que vous, parce que vous êtes responsable de vous-même, je vous parlais de responsabilité tout à l'heure, eh bien vous puissiez construire quelque chose. Ce qui est extraordinaire dans la politique, c'est que dès qu'il y a une famille, la politique recommence finalement. Et donc si vous êtes capable de créer ces îlots de résistance, le pape Benoît parlait d'oasis. Il faut penser qu'aujourd'hui, la politique consiste peut-être à créer des oasis. Et créer des oasis, c'est pas seulement parler ou se livrer à des grands discours idéologiques, c'est faire. C'est s'engager. J'aurais tendance à dire que avec le risque, naturellement, je dirais, de faire une assimilation trop forte entre morale et religion. Mais j'aurais tendance à penser que si le domaine de la politique, c'est le domaine, je dirais, non pas de la conduite, mais le domaine, je dirais, de la répartition des choses. Hein, rétribution des actes, distribution, je dirais, des honneurs, des responsabilités, etc. Si la politique, c'est la rétribution des actes et la répartition des choses, dans ce cas, on peut essayer d'identifier un ordre naturel ou un ordre cosmologique des choses, non pas en se passant de la religion, mais à un degré en deçà de la morale et de la religion. Et donc, par conséquent, j'aurais tendance à résumer la chose en disant, est-ce qu'un juge japonais qui ne s'intéresse pas à la foi chrétienne, malheureusement, peut trouver une solution juste à un litige? Eh bien, de la réponse que l'on donnera à cette question, eh bien, dépendra la réponse à votre question sur le lien entre engagement religieux et engagement politique. J'ai tendance à penser qu'il existe un droit naturel, aristotélicien du terme, hein, le droit politique, hein, Gaion politikon, et que donc par conséquent, oui, un juge japonais qui malheureusement ne s'intéresse pas à la morale chrétienne peut trouver une solution juste à un litige. Sans doute serait-il aidé à s'intéresser, pour trouver une solution juste à s'intéresser à la religion et à la vérité. Mais pour autant, la juste répartition des choses peut se faire par le rééquilibrage de l'ordre naturel, par le fait de restaurer une harmonie. Et donc par conséquent, je pense que nous devons nous engager en tant que catholiques dans la vie politique, mais pour autant, ça n'est pas pour imposer des solutions catholiques à la politique. Il y a plein de questions politiques ou des questions juridiques qui n'ont aucune réponse catholique, et
qui sont des réponses d'ordre naturel, qui ne sont pas tranchées par le dogme. Il y a des questions, me semble-t-il, qui sont des questions, tranchées par le dogme, et puis il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas tranchées, qui sont laissées à la liberté des fidèles. Et donc, par conséquent, je pense que les catholiques se doivent d'investir les différentes actions politiques possibles pour, je dirais, irriguer effectivement ces actions, je dirais, d'une morale chrétienne. Mais pour autant, ces actions politiques, elles consistent à trouver la solution juste et pas à plaquer un commandement religieux. Donc, pour moi, l'engagement politique, et alors là, je rejoins parfaitement M. l'abbé, mais je n'avais pas du tout pensé qu'il y avait une interprétation eschatologique à la chose, c'est reconstituer le tissu social. Rendre palpable à nos contemporains ce que c'est que l'ordre naturel des choses. Notre grande force, c'est que nous ne nous battons pas pour des idées abstraites, c'est que nous nous battons pour un ordre des choses qui existent, que la modernité cherche à ensevelir, à faire disparaître, à rendre obscur, mais cet ordre naturel des choses, il existe. Et donc, par conséquent, eh bien, il peut, notre devoir est de l'illustrer, de l'incarner, effectivement, par une association de défense du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, par une association caritative, par la construction d'une école, par, la constitution de réseaux d'entraide, par la constitution de coopératives d'achat ou de vente. Nous reconstituons un tissu social et une société, et nous rendons palpable à nos contemporains qui n'en ont pas la conscience ce que c'est que le bien commun, ce que c'est que cet ordre naturel des choses, et on peut peut-être espérer que par capillarité, de la même manière que les monastères ou que les grands domaines seigneuriaux à l'époque carolingienne ont été des îlots de maintien d'une tradition et d'une culture, eh bien on peut peut-être penser qu'effectivement cela nous permettra de maintenir notre identité et de maintenir et la vie des innocents et la vie du corps social. Alors je voudrais conclure un petit peu cette table ronde sur une question un peu plus pratique, qui est celle de notre impuissance politique. J'ai parfois l'impression que depuis la Révolution française, nous sommes dans le camp des perdants. Ah oui, ça... là, Victor, là, apparemment, je ne suis pas le seul à avoir cette impression. Le cri du cœur. Et voilà, donc bon, pas besoin de l'illustrer davantage. Voilà, le combat contre le divorce a échoué, celui contre l'avortement n'a pas arraché beaucoup de victoires, en tout cas en France. Et il semble qu'à chaque quinquennat présidentiel, nous perdions un peu plus de terrain. Et pourtant, cela fait 30 ans que nous, nos parents, marchent pour la vie, que la mobilisation des catholiques ne diminue pas, et je ne pense qu'elle ne diminuera pas demain. Et pourtant, nous sommes impuissants. Et je voudrais donc, et c'est un petit peu un des buts d'Academia Christiana, en plus d'apporter une formation politique, de faire passer des messages politiques, de faire passer des idées, notamment en particulier auprès des catholiques. Une autre partie de notre travail consiste à réfléchir justement sur cette impuissance et comment sortir de cette impuissance, comment sortir de nos défaites. Et une de mes questions, c'est peut-être, est-ce que nous ne nous sommes pas jusqu'à présent attaqués à des buts trop élevés ? Est-ce que nous n'avons pas finalement pris comme objectif des choses inatteignables ? Et on a déjà soulevé un petit peu en creux cette question. Ne serait-il pas plus judicieux donc de consacrer nos efforts à construire des petites oasis ou des petits bastions de reconquête. Je pense par exemple dans le cas de l'avortement, pour illustrer ça de manière très concrète, puisque comme on l'a dit, le but ce n'est pas en tant que tel d'interdire l'avortement, mais qu'il n'y ait plus d'avortement, et donc pour qu'il n'y ait plus d'avortement, il faut commencer par diminuer le nombre d'avortements. Eh bien, à toutes ces initiatives pour les jeunes mères, en vue de leur proposer une alternative concrète à l'avortement. Alors, effectivement, ces combats-là sont beaucoup plus humbles, sont beaucoup plus... ont une dimension
Une abnégation. Une abnégation. Ces combats sont souvent invisibles. Organiser une conférence dans laquelle il va y avoir 60, 80 personnes un soir, c'est une petite chose, c'est à peine une goutte d'eau par rapport à l'immensité de la tâche à accomplir. Est-ce que c'est peut-être pas plus productif d'une certaine manière que toute cette énergie, je dis gâchée entre guillemets, avec un point d'interrogation même, en vue d'objectifs qui nous paraissent inatteignables? Alors, je pense que la réponse à ta question précédente sur notre valeur ajoutée de catholique, même si je n'aime pas trop cette expression un peu commerciale, dans le monde politique, répond aussi un peu à ta question. C'est que pourquoi combattons-nous? Est-ce qu'on fait des calculs d'apothicaire en disant alors l'année numéro 1 je vais rentrer à sens commun, l'année numéro 2 Fillon va arriver au pouvoir, donc l'année numéro 3 l'avortement va être interdit, ou est-ce qu'on essaye de faire là où nous sommes à notre petit niveau ce que l'on peut? Et donc en effet je pense qu'il faut privilégier les victoires locales, modestes mais concrètes, réelles. J'ai fait partie des identitaires et donc je parle de mon expérience personnelle. À Nice il y a une telle pression mise notamment sur le groupe Sniper, le groupe de rap qui cartonnait bien à l'époque, qu'ils ont considéré que c'était même plus la peine de venir à Nice, parce qu'ils avaient peur des conséquences, ils ont eu peur du boycott, de la pression qu'on mettait sur les salles de concert, etc. Et donc ce groupe de rap-là n'a plus pu exprimer sa haine de la France à Nice. Alors c'est un parmi plein d'autres, mais voilà, une petite victoire, modeste, mais concrète. Ça peut se mesurer. Donc ça c'est important. Et je pense que ça vient aussi d'une conception chrétienne, non pas de la politique, mais en tout cas de l'engagement. Comme le disait Sainte Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire. Mais c'est Dieu qui donne la victoire. Nous combattons par sens du devoir, essentiellement. Ce qui n'interdit pas en effet d'être intelligent. Il ne s'agit pas d'être un excentrique et de se faire plaisir par cet alibi-là du sens du devoir. J'ai le sens du devoir, je fais ce que j'estime être juste, donc je peux le faire déguisé en sapin de Noël et faire peur à toutes les bonnes ménagères. C'est pas grave parce que je suis dans la vérité. Non, évidemment, ça, c'est des choses dont il faut sortir et dont la droite radicale, je pense, en tout cas ce que je vois de l'Action française depuis 2 ans notamment, un peu plus, sort de plus en plus. Donc il y a une prise de conscience. Et en tant que chrétien, je pense qu'on peut aussi sauver son âme en politique, par l'engagement politique, parce que c'est la plus haute expression de la charité. Et que justement, par la politique et par des mesures politiques qui n'utilisent pas forcément le langage de la bioéthique, on peut faire reculer l'avortement. À un moment donné, si on vit dans un système économique et social tel que la mère de famille isolée n'a pas d'autre choix, en tout cas pense-t-elle, souvent par erreur, n'a pas d'autre choix que d'avorter et donc de tuer cet enfant pour ne pas être face à des difficultés qui l'acculeraient à la ruine. Eh bien, si on n'était pas face à de telles difficultés, peut-être qu'elle ne serait pas incitée à avorter. Il faut aussi créer les conditions matérielles, économiques, sociales pour dissuader l'avortement. Comme il faut aussi créer les conditions locales pour dissuader les méfaits de l'immigration. Il ne s'agit pas seulement de fermer les frontières, parce que bon, il y en a quand même qui sont arrivés depuis 40 ans, et ça fait à peu près 12 millions de personnes en France aujourd'hui. Il faut aussi les dissuader, pour ceux qui nous sont hostiles, de continuer leurs agissements. Et ça passe par des actes posés dans le respect de l'innocence de l'individu qu'on a en face de nous, mais aussi dans une plus grande fermeté, je pense, avec certaines personnes. Et ça passe par un esprit de communauté, par une vie de communauté. De la même manière qu'on s'engage dans certains quartiers contre l'installation des compteurs Linky, il faut être capable de s'engager contre la construction d'un centre d'accueil de clandestins. Alors ça se fait rarement dans les quartiers en ville, mais simplement la construction d'une mosquée ou enfin la location d'une salle de prière. Renseignez-vous sur les salles à louer dans votre quartier. Voilà, très souvent ils ont des salles de prière, les musulmans. Ils n'ont pas forcément de mosquée très visible. Ça fait partie des combats locaux. Vous aurez fait reculer d'un pas le mondialisme, mais dans votre quartier au moins. Et donc vous aurez gagné une bataille petite mais concrète. Donc oui, en effet, il faut retisser du lien social. Et on parlait d'îlots de culture chrétienne, d'oasis de culture chrétienne, comme disait Benoît XVI, au risque de faire hurler. Je trouve que Notre-Dame-des-Landes, c'était plutôt un bel oasis, et qu'il n'y avait pas que des drogués fumeurs de joint. J'ai pu rencontrer, quand je suis allé présenter mon livre à la fête du livre de Chiré à Nantes il y a quelques semaines, des paysans du coin, qui étaient de farouches catholiques, nationalistes, et qui étaient bien contents que certains gauchistes viennent aussi empêcher la création d'un aéroport qui les aurait expropriés. Ça, c'est véridique. Ce
ce que je vous dis. Donc il n'y avait pas que des drogués, il y avait aussi des boulangeries, il y avait aussi des ébénistes dans notre... Enfin toujours actuellement. Il y a des formations au métier manuel à Notre-Dame-des-Landes. Il y a une micro-société qui s'est installée. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui que l'État républicain est le principal agent du désordre. Et pour réinstaurer de l'ordre, il faut reconquérir la France contre l'État. Et nous avons bien vu au moment de la manif pour tous que l'État, sous la forme du gaz que nous recevons, nous avons reçu dans le visage, n'est pas notre ami. Et de la même manière, je pense que à certains égards, l'institution de l'armée n'est pas notre ami, et que, même si je distingue évidemment le cas de certains militaires qui s'engagent par vocation, qui peuvent vraiment peut-être changer les choses, mais dans l'ensemble, vous allez servir la République en entrant dans l'armée, vous n'allez pas servir la France. Et donc pour un général dont j'ai oublié le nom, qui avait sauvé des monastères chrétiens en Serbie au moment de la guerre, combien il y a pardonnez-moi, mais de planqués ou de gens qui nous disent « mais c'est mon devoir d'État ». Ton devoir d'État, c'est de bombarder des populations civiles chrétiennes pour donner ce pays-là à des musulmans. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a des entrismes qui sont objectivement mauvais pour notre cause et qui nous desservent. Donc il faut vraiment reconquérir localement ce pays, mais le faire avec le plus grand discernement. Monsieur l'abbé. Je crois que la politique est vraiment omniprésente aujourd'hui et qu'on ne peut pas se passer d'abord de prendre conscience d'un certain nombre de choses en politique et ensuite de voir comment réagir soi-même, comment être soi-même capable de désamorcer les bombes que la société politique obligatoire d'aujourd'hui, société individualiste, nous impose dans notre propre quotidien. Et donc, je crois que c'est ce que nous sommes en train de dire depuis un certain temps, mais d'où l'importance de la formation politique. La formation politique, c'est pas seulement pour les énarques ou pour les hauts fonctionnaires de l'État. Autrefois, oui. Autrefois, où il y avait une société objectivement chrétienne, la politique, c'était essentiellement la gestion. Ça, c'est la perspective chrétienne. Aujourd'hui, la politique, c'est plus la gestion, c'est une sorte de métaphysique individualiste qui nous oblige même, comme disait Guillaume tout à l'heure, à une relecture des droits de l'homme, à une relecture apocalyptique, catastrophique, des droits de l'homme comme droit de l'individu libre, comme droit du libre, et comme destruction de tout ce qui n'est pas cette affirmation de la liberté de l'individu. Tout ça, il faut le comprendre, et je dirais même la foi chrétienne est obligée d'embrasser ces problématiques apparemment laïques, parce que la laïcité devient une idéologie brutale qui impose un nouvel être humain, et que cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Un tout petit mot, si vous permettez, Julien et Victor. Les objectifs trop hauts que vous évoquiez tout à l'heure, c'était prendre le pouvoir. Pour moi, non. Pour moi, ça c'est pas forcément l'objectif en tant que tel. Enfin, peut-être l'objectif électoraliste au niveau national, mais pour moi, prendre le pouvoir, ça peut s'entendre aussi au niveau local, au niveau voilà. Parce que qu'effectivement nous ayons une population déracinée ou déculturée qui est peu encline forcément à écouter nos thèses, c'est un fait, et que la victoire électorale soit difficile, c'est certain. Pour autant, je voudrais juste te préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne crois pas que la reconquête du tissu social que nous avons tous évoqué conduise à se désintéresser de la politique, y compris d'ailleurs de la politique au niveau le plus bas, de la politique électorale. Parce que justement, la reconstitution du tissu social, la chapelle Basse-Mer, la construction de la chapelle par Renan Secher, exemple. C'est quelque chose qui reconstitue du tissu social et qui a fait travailler des gens dans un objectif commun, dans une finalité commune,
qui a révélé aux habitants du village le bien commun. Je peux vous assurer que tant que c'était un tas de pierres et qu'on ne voyait pas trop de quoi il s'agissait, le maire pouvait, dans le village, continuer à dauber sur Reynald en disant que eh bien, c'était vraiment des gens suspects. Maintenant que c'est quasiment terminé et qu'aux Journées du patrimoine, il a ouvert, les types du village sont venus. Je peux vous assurer qu'ils sont fiers. Ils sont extrêmement fiers de ce qu'il y a eu cette activité-là qui a été faite. Autrement dit, je ne dis pas que Reynald va se présenter aux élections demain, mais il est bien évident qu'il a fait, travailler des gens qui venaient d'horizons différents, ensemble, dans un même objectif, et que deux, il a, je dirais, décloisonné. Autrement dit, la recomposition du tissu politique électoral, il passe aussi par ce que nous avons évoqué. Et c'est une des possibilités. Je crois que, pardon de radoter, mais nous nous battons non pas pour des idées abstraites, mais pour révéler l'ordre des choses. Révéler cet ordre des choses, ça passe par des réalisations concrètes. Et là, j'abonde parfaitement dans votre idée. C'est plus en offrant des possibilités aux femmes qui veulent avorter que... Il ne s'agit pas de ne pas y aller demain, hein, mais c'est évidemment par ce genre d'action-là, offrir des possibilités aux femmes qui voudraient avorter, leur offrir une alternative, c'est évidemment ça quelque chose de très concret. Je vous donne juste un exemple. Vous savez peut-être que dans un certain nombre de communes ont été lancées ce qu'on appelle des mutuelles communales. La commune offre à ses habitants, y compris d'ailleurs ceux qui n'ont pas voté pour l'équipe municipale, la possibilité d'avoir une mutuelle s'ils ne l'ont pas par leur travail, ou si justement ils n'ont pas d'activité professionnelle et donc devraient payer une mutuelle extrêmement chère. Bon, ça c'est une activité de reconstitution du tissu social incontestablement. Et c'est une puissance financière aussi, mine de rien. Voilà. Donc ça, ce sont des activités. Et par conséquent, troisième point, de cette renaissance du tissu social par des actions concrètes, le fait de faire émerger l'ordre naturel des choses et le bien commun, eh bien, les chefs émergeront naturellement aussi. Vous habituez des gens qui n'ont pas la même manière de voter à manifester ensemble contre l'avortement. Vous habituez les gens à travailler ensemble dans une association caritative alors qu'ils ne vont pas à la même messe. Bon, eh bien, vous constituez, je dirais, vous constituez des réseaux desquels émergeront naturellement des chefs. On me dit, alors, on n'a pas de chef politique, ne serait-ce que pour aller aux élections. Mais naturellement, des chefs politiques émergent. Mais ils n'émergent pas parce qu'ils disent il faut, il y a qu'à, etc. Ils émergent parce qu'ils ont concrètement réalisé des choses. Et donc moi je pense qu'il ne faut absolument pas se désengager du terrain électoral. Vraiment pas. Simplement il faut se réengager sur le terrain électoral dans les conditions, me semble-t-il, que l'on peut dégager ici, qui est de dire c'est sur des œuvres concrètes qu'on va pouvoir dire, eh bien, je m'engage pour le bien commun dans le cadre d'élections, parce qu'effectivement, nous les avons véritablement réalisées maintenant. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce qu'au XIXe siècle, alors bien sûr, il y avait des libéraux, je dirais, malsains, mais il y avait aussi, je dirais, des patrons, je dirais, parfaitement honorables. Demandez-vous pourquoi au XIXe siècle, on a essentiellement des notables qui sont élus. C'est d'abord parce qu'ils sont connus, mais c'est aussi parce qu'on a concrètement vu le rôle qu'ils jouaient dans le tissu social. C'est pas uniquement, je dirais, les dominants contre les dominés. C'est parce qu'effectivement, ils ont réalisé des choses. Peut-être pas totalement satisfaisante à notre goût, mais tout de même. Donc voilà, l'action politique, elle n'est pas qu'une action, elle peut aboutir à ce que ça soit une action de reconquête du terrain électoral, mais très honnêtement, si on devait être, c'est quand même ici que je peux le dire, si demain nous prenions immédiatement le pouvoir, nous serions réduits à n'être qu'un pays légal. Alors naturellement, ce que nous estimons et devons être, c'est un pays réel. Et le problème que vous avez mis en exergue, c'est le fait que nous ne sommes peut-être plus totalement le pays réel. Merci. Alors, je remercie encore une fois donc, nos trois intervenants ce soir.
En lien un peu avec ce qui vient d'être dit, je voudrais présenter très brièvement le travail d'Academia Christiana et m'adresser vraiment à vous. Academia Christiana, au départ, c'est un petit noyau de personnes, mais qui se propose pour projet, d'une part, donc, comme on l'a dit, de former les chrétiens en politique, aussi parfois d'apporter une dimension spirituelle à des militants politiques qui ne sont plus ou pas encore très chrétiens, mais c'est aussi des réflexions sur des pistes très concrètes d'initiative, et nous fonctionnons ainsi donc en réseau, en se greffant à des initiatives existantes, dans le domaine de l'école libre en particulier, dans le domaine de la création d'entreprises également, dans le domaine associatif, dans le domaine social. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà une activité qui va dans ce sens-là, à vous faire connaître auprès de nous, et on pourra essayer de vous donner une tribune et de vous aider à développer votre activité. N'hésitez pas, si vous ne savez pas forcément quoi faire, à venir nous voir et à nous proposer votre aide, parce que nous avons plein d'idées, plein de projets, et nous manquons souvent d'âmes et de personnes pour animer ces projets. N'hésitez pas donc également à venir nous rencontrer lors de nos prochaines conférences. On reçoit l'écrivain orthodoxe américain Rod Dreher, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Paris bénédictin, le 19 février, donc c'est un lundi soir à Paris, dans exactement un mois. Et nous organisons donc d'autres activités. Nous participons au pèlerinage de Chartres, nous organisons des week-ends de cohésion dans lesquels nous travaillons aussi toutes ces thématiques, dans lesquels nous faisons point aussi sur nos différentes activités, et en particulier un grand rendez-vous auquel vous êtes vraiment tous invités. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas déjà participé à ce rendez-vous, qui est notre université d'été, qui se tient donc à C, en Normandie, à 2 heures de Paris. Et cette année, elle se tiendra du 21 au 26 août. Voilà, donc vous pouvez déjà dès maintenant noter dans votre agenda le rendez-vous. Les inscriptions vont ouvrir dans une semaine. Et le thème de cette université d'été sera donc s'enraciner pour s'élever. Donc, pour la suite de cette soirée, donc je vous remercie encore. Je remercie en particulier les militants d'Action Française de nous avoir reçus dans leurs locaux. Encore merci. L'énergie du peuple dangereux que vous m'avez donné pour changer à jamais le visage de la France. Ce pays post-colonial que vous m'avez donné avec amour. Et elle exigera l'engagement de chacun, mes amis, à travers la sécurité. Ils étaient surpris. Ils étaient désarmés. Aujourd'hui, les sauvages traversent l'Ouest, brûlant tout sur leur passage. C'est un rêve vibrant. Aujourd'hui, les sauvages traversent l'Ouest, brûlant tout sur leur passage. Ils attendent, mes amis. Ils attendent. Le camp du condor. Le camp du condor. Que le monde regarde. Et je ne vois que quelques visages à l'audace de cette pyramide. Aujourd'hui, les sauvages traversent l'Ouest, brûlant tout sur leur passage. Nous avons la force de puissance autoritaire, car je veux l'unité à la peur. Je ne risquerai pas une guerre ouverte. Elle est pourtant déclarée.
que vous le vouliez ou non. Nous ne céderons rien à la France. Le gouffre de haine ma faiblesse. Je le sais, et c'est ce qu'il mérite. Son mur d'enceinte détaillé dans la roche, hormis un petit calicot à sa base, un peu plus grand qu'un bigot. Elle est pourtant déclarée. Cette pyramide, Que vous le vouliez ou non. la suspicion n'a aucune place. Un peu plus grand qu'un bigot. Et c'est cela que nous ferons de la France. Comment le feu pourrait-il aller vers la roche? Quel genre de machine pourrait abattre le nerf? Et pour gagner la peur. Quelle est la bonne protection? Qui vous protège? Où est le roi?